Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Avant de vous parler de mon invité du jour, j'aimerais vous dire un mot sur Talent Solutions, partenaire de cet épisode. Ce qui me parle tout particulièrement chez Talent Solutions, c'est leur capacité à lire les transformations du monde du travail et à imaginer des réponses humaines et durables. Ils accompagnent à la fois les entreprises et les talents dans les grandes mutations actuelles, qu'elles soient technologiques, écologiques ou liées à l'évolution des compétences. Leur ambition ? Favoriser l'emploi durable tout en optimisant les organisations. Et ça, forcément, ça me parle. Alors merci à eux de soutenir le tilt et de contribuer à un monde du travail toujours en mouvement, plus aligné avec les aspirations individuelles et les enjeux collectifs. Dans cet épisode, on parle de ce moment où tout bascule. Ce moment où une carrière construite avec ambition et loyauté se heurte à l'épuisement, à la perte de sens et à la nécessité de changer. Juliette Delforge, mon invitée du jour, a vécu une vraie mue professionnelle. Après plus de 10 ans dans une multinationale américaine, avec un poste en marketing à responsabilité, une équipe internationale, des horaires à rallonge, elle a dû tout arrêter. Burn-out, arrêt maladie, puis la prise de conscience. Ça ne peut plus durer comme ça. C'est là que nos chemins se sont croisés. Elle a alors entamé un coaching avec moi pour remettre de la clarté, de l'élan, du sens dans sa trajectoire professionnelle. Ce qu'on a construit ensemble, une sortie alignée et une reconversion choisie. Et un projet entrepreneurial profondément engagé. Aujourd'hui, Juliette a fondé l'Effet Kintsugi, une structure d'accompagnement dédiée aux parents solos, un sujet qu'elle connaît de l'intérieur. Dans cet épisode, on parle de reconversion bien sûr, mais aussi de la place du travail dans nos vies, du poids de la charge mentale quand on est parent solo, et de la manière dont la monoparentalité impacte, souvent en silence, les ambitions et les parcours professionnels. Juliette nous livre un témoignage touchant, puissant et très utile. Et à celles et ceux qui se sentent à bout de souffle en termes professionnels, cet épisode vous fera certainement beaucoup de bien. Bonne écoute! Salut Juliette! Salut Léa! Bienvenue sur le Tilt. Merci. Je suis ravie de t'accueillir à mon micro. Juliette, on se connaît. Tu as opéré ta transition professionnelle en travaillant notamment avec moi en coaching. Et puis, tu as fait un sacré move en termes de carrière. Tu es passé d'une entreprise de 85 000 salariés, une entreprise internationale, à une carrière de solopreneur avec une entreprise sur un sujet très précis. Et on va pas spoiler nos auditeurs, on en parlera tout à l'heure. Mais avant de nous parler dans le détail de ta transition pro qui est quand même assez waouh, j'aimerais que tu nous dises qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît, Juliette. Je suis une ch'ti d'origine qui s'est expatriée 13 ans à Dijon et depuis 2 ans en Savoie. Je suis la numéro 5 sur 7 dans ma fratrie et bien sûr la numéro 1 dans le cœur de mes 2 enfants, Anna et Ben, et de mon chéri Logan. Je me demande si ma fille Anna va sourire ou lever les yeux quand elle entendra que j'ai dit ça. Et Tu nous diras. j'aime la nature, le second degré et le bon vin, pas forcément dans cet ordre. Génial, trop bien, c'est une belle présentation. C'est
C'est pas toujours évident pour mes invités de répondre à cette question quand ils sont à fond dans le boulot, etc. Et je sais que la carrière est importante pour toi. Donc, tu fais ça quand même avec aisance. Merci. Est-ce que tu peux nous dire, Juliette, avant justement de te lancer à ton compte, de devenir entrepreneur, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait ta vie professionnelle d'avant quand tu étais senior product marketing manager dans cette grosse entreprise? Eh bien, donc, j'étais dans ce grand groupe industriel international. Donc, ma vie était très internationale, pleine de responsabilités aussi. En fait, j'étais le leader d'une équipe de 6 personnes, mais qui était située aux 4 coins du monde, avec des gens en Chine, en Inde, au Portugal et aux USA. Et mon job en version simplifiée, c'était de bosser avec mon équipe sur le lancement d'une 60aine de projets par an, en marketing produit, en com et sur les événements internationaux aussi, donc ZER B2B. Et c'était un job qui était très intéressant, très prenant et très exigeant aussi, avec cette culture d'aller toujours plus haut, plus loin, plus vite, plus, toujours du plus. Ça, est-ce que tu l'attribuerais à la culture américaine du travail? Il y avait une grosse empreinte américaine dans le travail, ouais. Ouais, c'est sûr, dans la manière de fixer les objectifs, de travailler entre équipes aussi, même si c'était un gros melting pot de plein de gens, de plein de cultures différentes, mais il y avait quand même une grosse empreinte américaine, ouais. Mmh. Et toi, qu'est-ce que tu aimais dans ce poste initialement? Qu'est-ce qui t'a plu quand tu as rejoint l'entreprise? En fait, c'est une entreprise pour laquelle j'ai travaillé, que j'ai quittée et qui est revenue me chercher. Et ce qui me plaisait dans cette entreprise, c'était ben, justement tout ce côté international dont je te parlais, d'avoir des différents marchés, des différentes cultures, de devoir adapter ce qu'on faisait pour pas avoir un one size fits all, mais d'avoir quelque chose qui était vraiment spécifique et local. Et surtout, ben moi, c'était mon équipe. Enfin, ça a été le fil rouge de toute façon de toute ma carrière, même dans le job précédent. C'était mon équipe. Mmh. Et alors, pourquoi tu l'as quittée une première fois, cette entreprise? Parce que au bout de 7 ans en poste, en marketing, toujours, j'avais atteint, je pense que ça devait être le plafond aussi. J'avais fait le tour de mon job. J'avais bossé d'arrache-pied pour monter aussi et puis c'est pas arrivé pour, diverses, raisons. Je pense qu'il y a un peu, d'inégalité, là-dedans, sous-jacente, notamment sur le fait que j'ai fait mes enfants assez jeunes et face à moi, j'avais des gens qui avaient pas d'enfants. Donc moi, je représentais, je pense aussi, plus de contraintes et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir. Je me suis dit: «Voilà, 7 ans en poste, j'ai fait le tour de mon truc, je voudrais aller voir ailleurs aussi» et je suis partie en agence, donc complètement, différent. Qu'est-ce qui t'a fait revenir alors, finalement, une seconde fois dans cette boîte? Il y a eu la période agence et puis tu es revenue? Ouais, j'avais pas prévu de revenir du tout. En fait, ça s'était bien terminé sur, la première fois. On était partis en bons termes. J'avais gardé aussi contact avec, mes anciens collègues et managers et en fait, ils sont revenus me chercher la deuxième fois avec, une offre, bah, qu'ils avaient taillée vraiment pour moi avec un beau salaire, du télétravail, donc ma vie perso ayant évolué, ça m'arrangeait bien d'être, sur ce truc-là. Mais vraiment, j'ai joué la carte de la sécurité financière, c'est ça qui a motivé, mon départ de l'agence. Mmh. Et donc du coup, sur ce second contrat avec eux, tu es restée combien de temps, finalement? Un peu plus de 3 ans. Et à partir de quel moment dans ces 3 ans, tu as commencé à sentir que ça allait plus? C'était pas un moment précis. En fait, déjà dans les boîtes comme ça, tu es sous pression, en permanence, c'est la norme et c'est OK, je le savais, j'avais déjà fait 7 ans chez eux donc je voyais bien, comment c'était. Là, je revenais avec plus de responsabilités donc je m'étais pas voilé la face non plus, de l'enjeu qu'il y avait en face. C'est plutôt, en fait, l'accumulation de choses qui ont fait que ça a été trop pour moi. Il y avait, tu vois, un collègue, de mon équipe qui se met en arrêt, puis il faut couvrir, son travail et tu demandes des ajustements, à ta direction et c'est refusé parce qu'il y a l'enjeu, business. Je croisais mes enfants,
En fait, j'avais l'impression de plus les élever, je les croisais. Il y a eu même une grosse période pendant laquelle, j'étais même plus là au petit déjeuner parce que je m'étais levée 2 heures avant et j'étais déjà en train de bosser et on me donnait des ordres, qui étaient, complètement, absurdes et même, contradictoires des fois. Tu avais la culture du, «Oui, il faut prendre soin de vous, c'est important le bien-être au travail» et puis de l'autre côté, j'avais, une personne dans mon équipe qui revient de congé maternité et qui pleurait, mais de fatigue, en fait, parce que son deuxième enfant, faisait pas ses nuits et tout. Et cette personne-là revient dans un contexte, de gros rush. Elle s'est donnée quand même à 120 et elle me demande si 4 mois après, elle peut avoir ses vacances. Et moi, ma politique, c'était toujours, «Ben, écoute, moi, il y a pas de souci pour tes vacances, juste tu t'organises pour que ton travail retombe pas sur les autres quand tu es pas là et puis voilà». Et arrivé au moment des vacances, je demande à ma manager pour décaler une réunion avec, d'autres personnes qui devaient être animées par cette personne-là et c'est refusé et en fait, la réponse qu'on me fait, c'est, bah, elle a qu'à se connecter pendant ses vacances et ça, moi, ça a été, ce genre de petits épisodes, ajoutés les uns sur les autres qui m'ont fait dire que, bah, non, en fait, ben, ça commençait à être trop, j'étais trop loin de l'humain, et puis, même physiquement, ça devenait compliqué d'avoir, C'est-à-dire? ben, par exemple, je te parlais de mes enfants que je voyais plus au petit déjeuner. Heu, le mercredi midi, je mangeais avec eux quand même, parce que j'étais en télétravail et que le mercredi, ben, il y a pas l'école. Et donc, il y a un midi, je mange avec, mes enfants et puis, bah, c'était un midi où j'avais pas beaucoup de temps parce que les réunions prennent à 13 heures et que, ben, comme j'ai une équipe, aux 4 coins du globe aussi, 12:00 c'est une pause qui est compliquée. Il faut que je puisse parler, à la Chine et aux USA dans la même journée et donc je leur fais des épinards ce jour-là, des épinards surgelés effectivement, mais voilà. Épinard quand même. Épinards quand même, on notera que je leur donne des légumes. Et en fait, là, mon fils me dit, «Bah, les épinards, ils sont meilleurs chez papa» et je me suis mise à pleurer. Alors qu'objectivement, ben, c'était normal, c'était des épinards surgelés, je les avais réchauffés à l'arrache et puis, leur père, c'est un très bon cuisinier donc j'ai jamais, prétendu rivaliser avec ça non plus et c'était pas moi et c'était ça et la semaine d'après, il oublie de tirer la chasse d'eau et je me mets à pleurer encore parce que faut encore que je lui dise, de tirer la chasse d'eau alors qu'il a l'âge et tout et là, c'était vraiment, bah, je suis plus moi-même, quoi. Mmh. Est-ce que, tu dirais que là, tu étais dans une sorte de pré-burn-out, de burn-out, en termes d'épuisement et de charge mentale et cetera? Comment tu le vivais toi, à ce moment-là? En fait, les frustrations sont accumulées. Je me suis, mise au sport à ce moment-là parce que fallait que j'évacue, d'une manière ou d'une autre. Mais finalement, je le niais, cet épuisement et je voulais avancer, coûte que coûte et c'est suite à un week-end avec, ma mère et mes sœurs, notre week-end annuel entre filles. On a discuté et puis, elles m'ont ouvert les yeux sur le fait que, bah, c'était pas normal en fait de se sentir comme ça, au boulot, d'être dans cet état-là et que ce qui m'arrivait, c'était pas ça la norme. Et effectivement, en rentrant, j'y ai vachement réfléchi et le lendemain, je reçois, un truc, assassin de ma manager et ça en fait, je pense que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et donc le soir, j'étais avec l'ordi sur les genoux. Je revois, mon conjoint à côté de moi et il me dit: «Mais qu'est-ce que tu veux?» et je lui dis: «Bah, en fait, là, j'ai juste envie de dormir pendant hyper longtemps, qu'on me foute la paix et puis même si tu veux tout savoir, je sais même pas si j'ai envie de me réveiller». Et là, il m'a dit: «Écoute, je pense qu'il est temps que tu ailles chez le médecin». Et ouais, du moment où j'ai été mise en arrêt, en fait, c'est là que je pense que c'est là que j'ai plongé pour de vrai, quoi, que comme tout s'arrêtait, je pouvais, reprendre mon air et en fait, j'ai continué de descendre, mais je pense que j'en avais besoin. Mmh. En fait, c'est à partir du moment où tu as été en arrêt que finalement ton corps a lâché? Ouais, 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 OK. complètement, j'étais, épuisée. Ah, c'est hyper intéressant. J'ai rencontré il y a 2 3 semaines une, jeune femme, qui raconte qui m'a raconté que en fait, elle avait posé sa démission,
Enfin, elle avait demandé une rupture conventionnelle et en fait, à partir du moment où elle l'a eue et où elle est partie, elle s'est effondrée et du coup, elle m'a dit: «Mais en fait, j'ai passé mon chômage à me remettre du burn-out et pas à construire l'après». Mmh. Parce qu'en fait, tout a lâché à partir du moment où j'ai mis, le pied à l'extérieur de l'entreprise. Donc enfin, c'est hyper fort ce que tu racontes parce que je pense qu'il y a enfin, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans le fait de tenir, de tenir, de tenir et puis à un moment donné, tu as une milestone, quelque chose qui arrive et puis en fait, bah, tu t'autorises à vraiment, lâcher, quoi. Ouais. Donc OK et il y a un truc qui m'intéresse sur ce que tu dis, c'est, tu es arrivée dans cette boîte, tu as monté les échelons et cetera. C'était quoi, toi, l'idée que tu avais du travail en arrivant sur le marché de l'emploi? Quelle idée tu avais de la carrière, en fait, de prime abord? Mmh. Je pense qu'en toute transparence, j'avais pas vraiment une idée, bien précise. J'avais celle qu'on m'avait mise dans la tête, en fait. J'ai fait des études en marketing, un peu parce que, ben, j'ai vu de la lumière et puis ça avait l'air sympa et j'ai fait un job, dans cette branche-là parce que c'est ce qu'il fallait faire. J'ai toujours eu de l'ambition. Je savais que, si j'allais en entreprise, je voulais avoir, j'ai pas envie de dire de l'importance parce que tout le monde a de l'importance dans une entreprise, mais je voulais être utile et puis aider vraiment, au fonctionnement de l'entreprise et donc ben, je me voyais, monter comme ça, petit à petit. J'avais pas tracé, jusqu'à la retraite parce que ça me paraît, vraiment très, Loin. très loin et puis ça n'arrête pas de reculer. Mais voilà, je me voyais monter et me sentir, et je pensais que je me sentirais accomplie comme ça, en fait, en me disant: «Bah, j'ai un gros poste, j'ai un gros salaire, j'ai une équipe, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, je suis une femme moderne». Mmh et finalement, ce que tu as trouvé, c'était quoi? Ben, un gros salaire, ça c'est sûr. Une équipe, j'ai trouvé, aussi. Après dans les jobs, mon job en agence, tu vois, j'ai pas trouvé juste une équipe. Enfin, j'ai trouvé vraiment des amis, quoi, des à tel point qu'il y en a même certains, on s'est confinés, ensemble. Ah ouais. Mais il y a eu ça, mais il y a pas eu, l'accomplissement que je pensais, en fait. Il y avait pas, cette résonance avec, mes valeurs qui étaient là en permanence et j'avais l'impression de subir plutôt que finalement être en contrôle et j'aime bien être en contrôle. Mmh. J'aime bien la manière dont tu le dis et du coup, dans ce chemin-là, à quel moment, tu as pris contact avec moi? Quelques mois après le début de mon arrêt, enfin, j'aurais été incapable de le faire avant, de toute façon. Je pense que j'avais besoin de m'écraser, clairement et et en fait, j'étais vachement anxieuse à l'idée de me dire, «Il faut soit que j'y retourne, soit, il faut que je change, mais je sais pas quoi faire et je sais pas ce que j'aime» et en fait, tout était gris, il y avait plus de saveur, il y avait plus rien. Je savais même plus si je faisais ça parce que j'aimais bien ce que je faisais ou parce que, je croyais que c'était là qu'il fallait être et donc en fait, pendant cette période d'arrêt, j'ai vachement jardiné et pendant que je jardinais, j'écoutais vachement de podcasts. J'en ai consommé, beaucoup, dont le tien, en fait, parce qu'il y a eu des histoires dans lesquelles je me suis reconnue, aussi. Des gens, je crois que tu parlais de la voie royale Ouais. dans certains épisodes et je me suis dit: «Bah, c'est ça, en fait, que j'ai fait». J'ai suivi la voie royale parce que je pense que c'est là qu'il faut aller, mais je me suis pas écoutée en chemin et je me revois là un soir, dans mon lit, il faisait déjà nuit. C'était l'été, mais il faisait nuit et et j'ai vu ton une de tes stories sur Instagram et je me suis dit: «Mais en fait, Juliette, si tu changes rien, bah, ça va pas se résoudre, tout seul, quoi. Il faut que tu fasses, quelque chose» et du coup, j'ai rempli, le questionnaire, à ce moment-là. Je me suis dit: «Bah, voilà, je vais mettre un peu une bouteille à la mer, on verra, ce que ça donne» et puis voilà et on a démarré le coaching, le jour de mon anniversaire, très C'est symbolique. vrai, c'est vrai.
Tout à fait. Et du coup, c'était quoi, tes attentes, tes peurs, à ce moment-là quand on n'avait pas encore, commencé à travailler ensemble, mais que tu savais que ça y est, il fallait impulser du changement si tu voulais pas retourner dans cette machine-là, en fait? Ma peur, c'était, de rien trouver qui me corresponde. De me dire, «Non, mais parmi tout ce qui existe, vraiment, il y a rien qui me plaît» et ma deuxième peur qui était très présente, c'était, de reproduire le même schéma et de me dire: «Bah, ça pourra pas m'arriver une deuxième fois, c'est pas possible, je supporterai pas» et du coup, moi, les attentes que j'avais vis-à-vis du coaching, c'était vraiment, ben, déjà de comprendre quelles étaient les alternatives, professionnelles qui s'offraient à moi, d'une part, de d'avoir un peu une mise au goût du jour de comment c'est le marché de l'emploi aujourd'hui. Parce que finalement, une fois que tu es lancé, ben, tu passes d'une branche à une autre, mais j'avais plus ce recul et j'avais aussi, ben, forcément, peur de manquer financièrement et je me mettais une pression d'enfer en me disant: «Bah, faut que tu te remettes en selle, quoi. Faut y aller, tu as du monde qui compte sur toi». Mmh. C'est hyper intéressant et du coup, je me souviens quand on s'est eu, en appel, la première fois, est-ce que, tu as eu des hésitations quand, tu t'es posé la question du coaching? Comment ça s'est passé pour toi, la prise de décision de te faire accompagner, sur ce sujet-là? Alors en toute transparence, j'ai fait, une espèce d'évaluation des risques où je me suis dit, «Bon OK, c'est un coût financier de se faire, coacher. Je vais le prendre sur moi, mais c'est OK. Le risque il est minime». J'avais un gros questionnement sur la confidentialité aussi, de me dire, «Eh mais si mon employeur, l'apprend, est-ce que j'ai le droit de faire ça quand je suis en arrêt en plus? Comment ça marche? Qu'est-ce qui va se passer?» et et c'était à peu près tout parce que, heu, ayant écouté beaucoup de tes podcasts, je j'avais perçu un peu la personnalité que tu avais et je m'étais dit: «Ben, ça me correspond». C'est pas, heu, un truc de masse parce que Instagram te pousse aussi, Ouais. plein de belles pubs et je m'étais dit: «Ben, je vais pas être, un numéro parmi tant d'autres» parce que c'était surtout pas ça que je voulais ressentir. Je voulais être vue, en fait. Je pense que c'est beaucoup ça aussi et et c'est l'impression que j'avais eue, en tout cas, en écoutant, plusieurs de tes épisodes et en lisant un peu, ce que tu proposais. Génial et du coup, bon, tu as bien fait parce qu'on a travaillé ensemble et c'était trop cool. On va on va en parler, plus en détail, mais du coup, moi, j'aimerais savoir ce que toi, tu as vu comme, résultat de cet accompagnement-là. Qu'est-ce que tu en retires? Par quoi tu es passé et quels sont les résultats pour toi? Ben, le résultat, c'est clairement amour, gloire et beauté, Je pense, hein? évidemment. Hem, non, le résultat, ça a été, d'y voir plus clair sur, une sortie déjà, heu quelle était, la sortie à prendre. Donc là, enfin pour l'histoire, donc j'ai quitté mon job après avoir négocié, une rupture conventionnelle. Hem, Ça a été, une grosse étape aussi, d'introspection et d'alignement, en fait et je pense que c'était ça la clé, moi, qui me manquait beaucoup, c'était de me dire: «Ben, pour trouver ce que tu veux faire, il faut que tu comprennes ce que tu aimes faire, quelque part» et donc ça a été, vraiment important et il y a eu aussi 2 éléments, importants pour moi. Un, c'est, le travail qu'on a fait sur, l'exploration des besoins financiers qui était vraiment, une grosse angoisse, pour moi et de faire cet exercice et de me dire: «OK, voilà, je vois un peu ce dont j'ai besoin, quel est mon minimum et puis, quelle est ma situation idéale et qu'est-ce que j'accepte ou qu'est-ce que j'accepte pas?» Donc ça, c'était hyper important et ensuite de me laisser aller sur, l'exploration aussi de toutes les envies parce que ça partait, vraiment dans tous les sens et d'avoir parlé à des gens qui étaient dans des jobs que j'envisageais peut-être, d'avoir eu aussi, ben, franchement, d'avoir bénéficié de ton réseau, clairement, parce que il y a certaines personnes que j'aurais jamais, rencontrées parce que j'avais des trucs tellement spécifiques,
bah, c'est pas des gens qu'on croise à tous les coins de rue. Et en fait, voilà, donc d'avoir pu leur parler, évaluer le pour, le contre et de me dire, bah, est-ce que tu le vois vraiment dans une vie comme ça? Moi, c'était ça qui m'importait. Quelque chose pour concrétiser aussi et me dire, bah, est-ce que c'est OK d'avancer? Est-ce que tu vas trouver ton truc? Génial. Et alors, est-ce que tu as trouvé ton truc? Bien sûr que j'ai trouvé mon truc. Alors, quel est-il? Dis-nous. Alors déjà, avant tout ça, je pense qu'il y a peut-être un préambule que je voudrais mettre, c'est que sur ce chemin-là que j'ai fait, il y a un truc que j'ai compris, c'est que la vie professionnelle que je me dessine là aujourd'hui, c'est pas forcément celle que j'aurai jusqu'à la retraite. Et ça a été un gros boulot d'acceptation, de me dire, tu ne cherches pas le job de ta vie, là, tu cherches le job pour les instants de vie qui arrivent là. Si ça se trouve, tu feras ça jusqu'à la fin de ta vie, mais si ça se trouve, non. Et c'est OK. C'était surtout ça. C'est OK Mais je qui, suis qu'il me trop fallait. contente d'entendre ça. En fait, et ça, c'est un travail de fond hein, que moi, je propose en coaching et que je trouve important parce qu'en fait, on est dans un moment, dans un monde et dans un monde professionnel qui est incertain, en fait. Et on peut faire des plans sur la comète jusqu'à 64 ans, allez, peut-être 68, 69, 70, on ne sait pas jusqu'où ça nous mènera ce- la carrière. Mais en fait, tout change tellement vite et les incertitudes de ce monde, il y a l'IA, il y a tellement de choses qui viennent bousculer notre monde professionnel. Et donc, du coup, à mon sens, le plus important et le plus fort qu'on puisse avoir dans une carrière aujourd'hui, c'est des facultés d'adaptation et des facultés d'adaptation à un changement rapide. Et à mon sens, se dire, bah, en fait, j'ai un projet et je peux le moduler dans bien des manières jusqu'à la retraite, et peut-être qu'il évoluera une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois, j'en sais rien. En fait, c'est aussi s'enlever une énorme pression parce que on va évoluer et donc on accepte ce changement. Tu vois, c'est un peu comme un roseau, quoi. On fait avec, on fait avec ce qui arrive aussi et qui sont des facteurs externes, en fait. Parce qu'il y a tous les facteurs qu'on peut contrôler soi dans notre carrière. Et il y a tous les trucs autour de nous qui sont pas de notre ressort. Hashtag Trump. Et en fait, on peut rien y faire. Donc, je suis trop contente que tu dises ça parce que je pense que c'est la base pour une carrière qui fait sens pour soi sur le long terme, en fait. Donc, Ouais. trop cool. Et donc, ce projet, alors quel est-il? Et donc, ce projet, en toute transparence, c'était pas ma première idée. Ouais. C'est quelque chose qui est venu au fil des séances et des explorations. Et, et qui est venu surtout de cette volonté de changer un peu les choses, de me dire, bah, OK, même moi, à mon échelle, je pense que je peux avoir un impact positif sur à la fois mon environnement et le monde du travail et les gens et tout ça. Et donc là, c'était le match parfait avec mes valeurs, de créer du coup euh, cet accompagnement pour les parents séparés, parce que donc pour être passée par là et avoir vu un peu, enfin pas un peu, même beaucoup, parce que je le vois encore aujourd'hui, tout ce que ça amène, ce tsunami que tu prends et puis ben on te fout dans le bain, mais il faut que tu nages quoi qu'il arrive, parce qu'en fait te noyer c'est pas une option de toute façon. Euh, je me suis dit vraiment tout le temps, mais ça a été hyper dur, mais est-ce que ça a besoin d'être aussi dur, quoi? Pourquoi c'est aussi dur? Qu'est-ce qui manque? De quoi j'aurais eu besoin? Et là, la phase d'exploration a aidé aussi parce que j'ai parlé à énormément de femmes qui sont passées par là, à qui j'ai posé ces questions et j'ai vu ce fil rouge et je me suis dit, mais il y a plein de choses qu'on peut changer, notamment ce sentiment d'isolement extrême là qu'on ressent, euh, il peut changer. Et puis il y a aussi ce sentiment où tu dis bah je suis plus moi-même. Et c'est là où le parallèle avec le burn-out il est pas mal non plus parce que tu es dans une phase où ben t'es plus toi, tu prends des décisions, mais tu as l'impression de plus arriver à prendre de recul non plus parce que tu es dans ce mode survie. Et donc, j'ai voulu créer en fait cet accompagnement pour les parents solos, pour les aider
à traverser ça et puis à se relever sans faire de croix sur leurs ambitions euh, personnelles et professionnelles. Ça sera peut-être pas les mêmes qu'avant, ça sera peut-être pas ce qu'ils avaient imaginé non plus, mais l'un n'a pas à exclure l'autre. Finalement, c'est vraiment ça l'essence de la genèse de ce projet. C'est génial. Et à quel moment tu t'es autorisée à te dire qu'en fait, ça pouvait être un vrai projet professionnel pour la suite, en fait? Parce que des idées, on en a plein, mais des idées qu'on saisit et où on se dit: «Je vais en faire un vrai projet entrepreneurial qui, à terme, va me rémunérer». À quel moment tu as eu le tilt de te dire: «En fait, c'est possible»? C'est une bonne question parce que je ne sais pas si c'est vraiment un moment ou si c'est la conviction qui a grandi de me dire mais il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins tu auras essayé et tu auras t'auras fait ce qu'il faut. J'avais donc cette grosse insécurité financière et là, au vu des cartes que j'avais en main, je me suis dit ok, je peux tenter. Je peux tenter l'entrepreneuriat. Je me suis vachement renseignée sur ce qu'il fallait mettre en place et tout, et comment sécuriser mon projet le plus possible. Et ce que j'ai vu aussi en chemin, c'est que ce sujet, qui est quand même un sujet sensible, que ça soit à toi quand ça t'arrive, c'est pas facile d'en parler, mais c'est hyper important. Et en entreprise aussi, enfin, il est même pas sensible, il est tabou. Et je me suis dit, mais tu as été dans ce monde-là aussi pendant longtemps. Tu as été dans une grosse structure, dans une structure qui était plus petite aussi. Et l'élément commun, c'est que ben, quand ça arrive, il se passe rien en fait. On ignore ce qui se passe. Et du coup, je me suis vraiment donné cette mission de me dire, bah, il faut que je change ça à mon échelle. Et le projet s'est dessiné comme ça, où je me suis dit, OK, je sais ce que je veux faire, mais quelle forme ça prend? Euh, c'est ça que j'ai posé les bases et ça a évolué aussi au fil du temps. Et du coup, là, depuis le moment où tu as vraiment initié ce projet, de manière, «sérieuse» entre guillemets, et aujourd'hui, ça a été quoi les grandes étapes que tu as menées pour lui donner vie? Déjà de formaliser mon projet un peu dans un document en me disant, que le document, il pourrait me servir, comme d'un business plan à présenter à une banque, et en fait, au début, je le montais comme ça aussi, et de jeter ça aussi sur papier, ça me permettait de conscientiser et de challenger mes idées aussi. Parce que c'est quand même le gros problème de l'entrepreneuriat, c'est que tu es tout seul et du coup, ben, quand tu fais de la merde, on te le dit pas. Et donc, je l'ai confronté à des personnes autour de moi déjà. Il y a eu toute cette partie exploration et interview. Au début de parents solo, puis j'ai étendu à des RH et des DRH, et c'est quelque chose que je continue encore aujourd'hui. Il y a eu toute la partie juridique aussi, où je me suis dit, mais quel statut je dois prendre en fait? Parce que mon truc il évolue, je suis pas bien sûre, je sais pas si je vais réussir à me rémunérer tout de suite, etc. Et là, j'ai découvert le contrat CAP et la lumière s'est allumée pour moi. C'est Et quoi puis, alors? alors le contrat CAP, c'est un truc génial. C'est un truc génial. Ouais, vraiment, je dirais que ça. En fait, c'est à la base, c'est quelque chose qui a été mis en place par Jean-Louis Borloo. Euh, Parce qu'il y a quand même une stat que j'ai oubliée mais qui fait très peur, sur le nombre d'entrepreneurs qui se plantent dans les 3 ans après la création. Et donc la volonté de l'État, c'était de soutenir ces entrepreneurs et de pas les mettre à genoux avec les charges et tout ça qui vont tomber, surtout si le truc est pas pérenne. Et donc le contrat CAP, en fait, c'est un contrat d'1 an renouvelable 2 fois. Donc au total, tu peux faire 3 ans. Dans lequel il y a en fait une entreprise qui te prête son numéro de SIRET, donc tu ne dois pas déposer de statut, donc il n'y a pas de coût là-dessus. Et là, en plus, moi, je suis partie donc dans un incubateur d'entreprise, et c'est eux qui gèrent aussi toute la partie compta, facturation, admin et tout. Donc pour le moment, en fait, moi, je suis concentrée sur faire mon job, et puis je sais que j'ai 3 ans pour apprendre à gérer l'entreprise moi-même, parce que C'est génial.
j'étais très bonne en marketing, mais en gestion d'entreprise, c'est autre chose. C'est un autre métier et je sais pas faire. Enfin, me pose pas de questions sur la compta parce que je suis une quille. Ça s'apprend, ça s'apprend. Ok. Et donc là, tu en es où du développement de ton projet? Est-ce que tu as eu un premier client, une première cliente? Comment ça se passe? Et ben, donc comme je te disais, mon projet, il a évolué. Là, j'ai mon premier client qui est un homme, un papa solo qui se sent voilà dans le mode survie dont je parlais tout à l'heure et qui cherche à en sortir ben, pour reprendre un peu le contrôle sur sa vie, clairement. Et en parallèle, j'ai pris aussi une formation pour me professionnaliser dans l'accompagnement. Donc, toutes les briques sont en train de Génial. s'imbriquer. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'a le plus challengé? Donc, il y a la partie financière dont tu parlais tout à l'heure, qui bien évidemment est un gros challenge pour toute personne qui a envie de faire un virage professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont challengé dans ce tournant de carrière? Bah là, j'ai parlé de la formation, mais le gros challenge pour moi, c'était pas de travailler sur des nouvelles compétences parce que apprendre, c'est un truc que j'aime bien et que je veux jamais arrêter de faire. Mais j'avais ce gros syndrome de l'imposteur qui me disait, mais quelle légitimité tu as à faire ce genre de truc? Je Je me pense que ça souviens doit de te nos rappeler quelques-unes discussions de... sur le sujet. Oui. Voilà. Donc ça a été quelque chose et ça se travaille. D'un autre côté, je me dis, il faut pas que je perde ça parce que c'est aussi ce qui me permet de me remettre en question. Et il y a eu un challenge aussi sur la confrontation au regard des autres. Euh, C'est-à-dire? ben, par exemple, ça peut se traduire sur la prise de parole sur LinkedIn, parce que je me suis dit, je change complètement d'activité et, et là, je vais parler d'un sujet qui a rien à voir, mais d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui est vraiment enfin, d'utilité publique. Et ça a été un travail sur moi de me dire, bah si, vas-y, accroche-toi, vas-y, pose des trucs, Ouais, parce que en fait, c'est ton réseau professionnel de jusqu'à il y a 6 mois, il était corporate, sur des métiers très techniques, avec des gens qui sont plutôt dans la voie royale dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, c'était assumer pleinement que tu étais sorti de ce schéma-là, que tu allais prendre position sur un sujet qui est clivant, celui de la monoparentalité, et d'y aller à fond, et de dire, en fait, j'ai pris un virage, quoi. Donc, ouais. c'était ça qui était dur. Ouais, exactement. Et en fait, les réactions, elles ont été pas du tout celles que je pensais. Il y a plein de C'est-à-dire gens à qui j'avais pas parlé depuis des années qui m'ont recontacté. Euh, incroyable. il y en a que je connaissais pas qui m'ont contacté, qui m'ont dit ben, qu'ils se reconnaissaient vachement dans ce que je décrivais, ce que j'écrivais, dans les besoins que je mettais en lumière. Et en fait, euh, bon, c'est pas le monde des bisounours non plus, mais ça m'a fait un peu cet effet-là où je me suis dit, ben, c'est bien, c'est cool parce que ça fait parler et c'est un sujet qui interpelle. C'est génial. Et je trouve que c'est ça qui est puissant à vivre aussi, c'est de se dire quand on est convaincu de quelque chose et qu'en fait on ose le montrer, ben, en fait on attire des gens qui parfois on ne pensait absolument pas recroiser par exemple dans notre vie et qui en fait se retrouvent à nous écrire parce qu'on a touché pile sur un truc que en fait ont vécu ou vivent en ce moment. Et ça c'est dingue quand ça arrive quoi. C'est Ouais. fou. Et donc là, on a parlé peut-être des freins que tu as traversés et que tu as su transformer. Est-ce qu'il y a des choses, à l'inverse, qui t'ont donné beaucoup d'énergie tout de suite et qui t'ont vraiment porté dans ce changement et dans cette nouvelle activité? Oui, 100% des gens que j'ai interviewés ont exprimé le besoin d'être accompagnés à ce moment-là de leur vie. Et puis les interviews, elles ont vachement servi aussi à enrichir la forme et le contenu de l'accompagnement. Donc ça, vraiment, ça a été la confirmation que ben, c'était utile. Il y avait de l'utilité là-dedans et c'est ce que je cherchais beaucoup aussi. C'était le sens dans ce que je fais. Et il y a un côté aussi très perso où je me dis là, ce que je fais, mes enfants sont encore jeunes, mais
ça va être peut-être une forme d'héritage pour eux, tu vois, aussi. J'ai envie de donner l'exemple et je veux qu'ils soient fiers de moi aussi, quoi. Et il y a eu le soutien de mon entourage aussi qui m'a dit, mais ouais, vas-y, bien sûr, enfin oui, ça te correspond bien, vas-y, tente. Et c'est important. C'est très important. C'est vraiment crucial quand on a des gens, qu'on aime qui nous soutiennent, ça donne énormément de force, quoi. Ouais. Donc c'est super. Et donc du coup, donc toi là, tu t'adresses, au sujet de la monoparentalité. Est-ce que tu peux nous dire, justement dans ton expérience, à toi, quels ont été les impacts de ta séparation sur ta carrière et dans ton quotidien et ta posture, professionnelle? Oui, je peux dire tout ça. Alors dis-nous. Déjà, au début de ma séparation, on était en garde alternée. C'est important que je plante ce décor-là parce que comme, il a changé entre-temps, les problématiques, elles ont bougé aussi. Heu, mais bon, quoi qu'il en soit, la séparation, ça te fait forcément, moins de dispo, que ça soit, physique ou même, mentale. Tu as moins de bande passante parce que tu te mets à faire, tout ce qu'il faut en très, très peu de temps. En fait, tu deviens un salarié ordinaire, mais avec des contraintes extraordinaires. Et des contraintes extraordinaires qui sont invisibles aussi. C'est en fait, tu te mets à courir un marathon, mais en boitant. Et c'est vraiment ça, l'image, quoi. C'est que, ben, tu es en train de boiter et il y a personne, qui va t'aider. Et j'étais sans arrêt tiraillée entre, le boulot, les enfants et l'impression de mal faire au boulot, de pas être assez au boulot, de pas être assez, avec les enfants, d'être vraiment, dans la gestion juste du quotidien et pas d'être, avec eux, vraiment d'être, connectée à eux alors que, bah, c'est l'enfance, c'est des moments, charnières de leur vie aussi. Et hem et puis il y a plus de considération non plus pour tes besoins, à toi. En fait, il y avait, je dois remplir mon rôle de responsable marketing, donc il faut que je fasse, X, Y et Z. Il faut que je sois une bonne manager, il faut que je sois une bonne employée, aussi. Il faut que je sois une bonne mère, donc mes enfants doivent faire du sport, manger des légumes, faire des trucs comme ça. Mais du coup, bah, c'était, moins de vie sociale et quand on est passé de la garde alternée à la garde exclusive, quand mon ex-mari a déménagé, j'ai pris les enfants à plein temps et là, du coup, bah, tu imagines bien que la vie sociale, elle est, encore moins, possible et les espaces de respiration, sont plus là et en fait, ça te met aussi un frein à l'ambition parce que tu dis: «Bah, OK, je me voyais directrice mais bah, ça va pas me prendre 5 ans, j'ai l'impression que ça va m'apprendre 10, 15 et puis peut-être même plus parce que, bah, et la concurrence arrive aussi derrière et ça c'est dur parce que c'est aussi un changement de ton identité, profonde. Tu es vraiment en train de réécrire ton identité, pas seulement en tant que mère, mais en tant que qu'employée, enfin que professionnelle et aussi en tant que femme. Parce que, la vie s'arrête pas là, ça continue et puis, tu pas d'autre choix que celui d'avancer. Donc en fait, c'est vraiment là, ce que tu décris, c'est hyper puissant. C'est qu'en fait, d'extérieur, quand tu arrives, le matin à la machine à café ou en réu, à 8h30, en fait, pour les autres, rien n'a changé, alors que pour toi, l'intégralité de tes piliers de vie, en fait, ont été, redistribués. Ouais, c'est exactement ça. C'est dingue. Et comment toi, tu aujourd'hui, tu permets, à celles et ceux qui sont concernés par, ce changement, gigantesque à l'intérieur de soi qui se voit pas à l'extérieur, qu'est-ce que tu leur proposes? Ben, du coup, moi, ce que je leur propose, c'est de pas se perdre en chemin, en fait, et de pas être seul sur ce chemin non plus, de les aider aussi à anticiper, les nids de poules qu'il va y avoir. Parce qu'il y a plein de fois où je me suis dit: «Putain, mais si j'avais su» ou alors si on m'avait aidé à réfléchir, dans ce moment-là, bah, j'aurais pris, une décision différente, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est plus d'alignement avec, qui tu es. Enfin, tu t'oublies pas, dans cet épisode parce que ça aura des conséquences sur toi, mais enfin, ça aura des conséquences aussi, plus long terme sur, ta famille aussi. Il y a, cette charge mentale aussi qui peut être, allégée et tout ce
ouais, toute cette prise de recul et ce gain de confiance en soi. Enfin, c'est pas gagner de la confiance en soi, en fait, c'est pas trop la perdre. Ouais, ouais. Va remettre les choses dans l'ordre et avoir quelqu'un en fait qui te tire la tête de l'eau et qui dit mais regarde voilà l'horizon c'est ça, tes priorités c'est lesquelles? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en priorité? Parce que tu peux pas être au four et au moulin tout le temps. Tu vas pouvoir le faire pendant un temps, mais ça va pas durer. Et le problème, c'est quand tu vas te réveiller, ben, tu auras déjà fait du chemin et il y a plein de trucs qui te seront passés sous le nez. C'est hyper intéressant. Et du coup, toi, ton quotidien professionnel aujourd'hui, il ressemble à quoi finalement? Après avoir Ah, traversé tout ça et mis en place, cet accompagnement pour, finalement les Juliette d'il y a quelques années, en fait. C'est ça que tu proposes, ouais. d'accompagner comme, situation? Eh ben, mon quotidien, il est vachement plus aligné avec ce que je veux. Tu vois, par exemple, dans cette période de burn-out, notamment, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, euh, tes enfants, tu continues de les déposer tous les matins, mais il faut que tu sois vraiment dans le moment avec eux. C'est pas juste, hop, tu les jettes au truc et puis c'est fait. Euh, J'aime bien aussi mon quotidien parce que maintenant, il change. Il y a les déplacements, il y a le gros travail sur le réseau, la visibilité, la préparation sur tout le travail de coaching. Le sport est resté numéro un dans mon truc. Je ne fais zéro concession là-dessus, alors qu'avant, c'était le premier truc que je faisais sauter dans mon agenda. Et j'ai continué aussi de me lancer des challenges là-dessus. Et voilà, c'est ça. En fait, ce que je dois dire aussi, c'est que je bosse moins qu'avant. Euh, C'était pas forcément une volonté de bosser moins, mais je pense que pour l'équilibre de toute la famille, ça a été important aussi que je lève le pied. C'est surtout qu'aujourd'hui, je bosse, je choisis quand, je choisis avec qui, et c'est ça qui change tout en fait. Je m'écoute, tu vois. Je vais bosser le matin sur les trucs où j'ai vraiment besoin de mobiliser mon cerveau parce que je sais que l'après-midi, je suis moins productive. Et Mmh. Tu typiquement, adapté? mais Ouais. c'est ça. C'est maintenant je m'écoute. C'est pas je fais mes horaires parce qu'il faut faire les horaires et que c'est comme ça. Mmh. Et tu saurais nous dire, je sais pas si c'est une question pertinente, mais ça m'intéresse. C'était quoi ton volume d'heures par semaine, quand tu étais dans ta dernière entreprise? Et pas forcément un volume d'heures, mais versus la manière dont tu le vis aujourd'hui, c'est quoi la différence? Le volume d'or, il fluctuait au fil des projets, mais tu vois, tout le dernier trimestre 2023, du coup, Ouais, oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Quand c'était sur le gros projet, je me levais vers 5 heures du mat. Vers 5h30, 6 heures, j'avais démarré le boulot. Je faisais un break pour aller poser les enfants, mais tu vois, l'école, elle est pas loin, elle est à 1,3 km, donc c'est pas non plus la fin du monde. Je revenais, j'ai été devant mon ordi jusqu'à midi. J'avais pause de midi à 13 heures max. À 13 heures, il y avait toujours une réunion. C'était comme ça jusqu'à 18h30. À 18h30, la babysitter m'avait ramené les enfants. Je faisais à manger, je couche les enfants à 20 heures et je repartais jusqu'à... ça dépendait du projet, mais tu vois, je pouvais bosser jusqu'à minuit. Et, et voilà, parce que fallait tenir les deadlines et que j'avais demandé du RAB et c'était pas possible. Et donc, fallait que ça rentre. C'était La trop. première fois que tu m'as dit ça, je suis tombée de ma chaise et tu me le redis là. Je sais pas, il y a peut-être 8-10 mois qu'on en a parlé et je me dis: «C'est fou». Ça veut dire que entre 5 heures et minuit tous les jours, ton cerveau était orienté sur le travail. C'est dingue. Ah, mais c'était. Et puis en dormant, tu te reposes pas parce que Parce que tu attends le réveil qui va sonner dans 4h30. Ouais, Ouais, et t'es en train ouais. d'absorber tout ce que tu as eu dans la journée aussi. Donc, Mmh. Donc aujourd'hui, tu commences pas à travailler à 5 heures? je peux, mais Ouais, je serais OK avec ça. Tu vois, je veux me dire, OK, je ouais, commence à 5 heures, mais si je veux rien faire de 14 à 16, je fais. ouais, tu peux le faire, quoi. C'est flexible, en fait, c'est plus de Ouais. flexibilité. Génial. Et j'ai une autre question pour toi qui, je pense, va intéresser, celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent: «Mais moi aussi, j'aimerais bien pouvoir avoir plus de flexibilité et cetera». C'est
comment est-ce que tu gères l'incertitude, l'indépendance, la charge mentale d'une vie d'indépendant? Parce que là, toi, tu fais ton chemin et tu développes les choses comme il faut, etc. Mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, remets-nous un peu de réalité sur aussi ce que tu vis au quotidien aujourd'hui sur ces sujets-là, quoi. Euh, L'incertitude, je peux pas la contrôler. Clairement, je l'ai pas. J'ai continué, ouah, je vais être hyper transparente là. J'ai continué, le suivi, thérapeutique que j'ai démarré en burn-out parce que ça m'aidait, vachement et ça m'aide aussi sur le lâcher prise. Heu, Côté boulot, comme je te disais, j'ai accepté l'idée que ce que je fais là, ça sera peut-être pas ce que je vais faire, jusqu'à mes 40 ans. J'ai quand même mis en place un plan B et un plan C, parce que j'ai besoin aussi de me rassurer. Donc, le plan B, ça va être d'être, indépendante, mais en marketing, qui est ce que j'ai fait, pendant 15 ans. Et puis, le plan C, c'est, ben, si ça marche pas non plus, je retourne au salariat et c'est OK. Par contre, là, je vais être hyper regardante sur, la culture d'entreprise. Mais voilà, plan B, plan C, c'est ça. Et puis, bah, la solitude, elle pèse, c'est sûr. Mais j'ai mis en place, des ateliers de travail avec, d'anciens collègues ou des personnes, de mon réseau. Donc, on a des points comme ça où, bah, très régulièrement, on va pas juste parler de boulot, mais aussi on va parler de nous. Et sur la charge mentale, bah, déjà le coaching qu'on a fait, ça aide parce qu'il y a des trucs qu'on a fait ensemble, qui me servent, encore aujourd'hui. Heu, j'ai lu un truc il y a pas longtemps et je me suis mis à faire cet exercice-là. La question c'était: «Est-ce que vous êtes vraiment heureux?» Et donc ça disait que, le bonheur finalement, en tout cas le sentiment de bonheur, c'est un truc qui s'entretient. C'est un peu comme un muscle et que, il faut le muscler et pour le muscler, faudrait, s'endormir le soir en pensant au moins à 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude. Ah, Pour, intéressant. pas toujours voir le verre à moitié vide, mais à moitié plein. Alors le soir, je les vis dans ma tête, mais voilà. Tu fais tes trois items. Trop Je fais bien. mon repas de Thanksgiving tous les soirs, en fait. J'adore. Et après, bah, tu vois, l'IA, ça me sert, moi, parce que, je m'en sers pour, faire les menus de la semaine. Et je lui dis, «Tu vois, j'ai un trail dans pas longtemps, prends ça en compte et puis on est 2 enfants, machin» et il me fait les repas et après je lui dis: «OK, bah, maintenant tu me fais la liste». Et là, récemment, on a embauché une femme de ménage aussi et je l'aime d'amour. D'une grande, grande aide. Génial. Trop bien. Franchement, Juliette, merci. C'est tellement précieux tout ce que tu nous partages. Est-ce qu'il y a quelque chose, une question que je t'ai pas posée où tu te dis, ça peut peut-être aider des gens qui nous écouteront et on n'en a pas parlé. Est-ce que tu penses à un dernier sujet ou une question? Ouais, il y a peut-être un truc, c'est que, la réponse à toutes les questions qu'on se pose avant de faire un move, heu, bah, c'est pas toi Léa qui l'a. C'est clair. C'est chacun de nous, quoi. Et parce que je te disais avant de démarrer le coaching, je me disais: «Mais est-ce qu'il y a un truc qui est fait pour moi?» En fait, finalement, avec le recul, je me dis aujourd'hui, bah, non, il y avait rien, mais du coup, je l'ai fait. Mais ça, j'aurais été incapable de le voir, toute seule et pour ça, je te remercie de m'avoir aidée à prendre le recul. Mais, vraiment cette réponse de qu'est-ce qui me convient, heu, c'est pas seulement sur un bilan de compétences que ça va se régler, clairement. Ouais, complètement. C'est hyper précieux que tu le rappelles parce que, en fait, moi je dis toujours la même chose, c'est que le travail qu'on fait en coaching, c'est 49% 51. Moi, j'ai tout le cadre, j'ai les outils, j'ai la méthode, j'ai la posture pour vous aider à vous questionner, etc. Mais je ne suis pas vous. Donc, en fait, je n'ai aucune idée de ce qui est bon pour vous ou pas. Et il n'y a que vous qui pouvez prendre les bonnes décisions pour vous. Et c'est important de le rappeler parce qu'un coaching, c'est pas un mentoring, c'est pas quelqu'un qui va vous conseiller sur les bonnes voies, etc. C'est quelqu'un qui va vous aider à prendre les questions que vous avez et les décortiquer jusqu'au bout pour essayer de trouver la bonne voie pour la prochaine étape. Et c'est pas la prochaine étape de toute la vie jusqu'à la carrière, jusqu'à la fin de carrière. C'est la prochaine étape de aujourd'hui. On se voit et on détricote tous les nœuds. Et puis c'est vous qui savez en fait. Il y a Ouais. que soi. Et je dis vous parce que je parle des clients que j'accompagne, mais plus généralement, il y a
il n'y a que soi qui peut savoir ce qui est bon pour soi, en fait. Donc trop bien. Merci Et de le c'est rappeler. important, je rajouterais juste là-dessus que c'est important d'être honnête avec soi-même parce que, et je me rappelle que c'est un truc que je t'ai dit au début du coaching, je t'ai dit, je vais chercher à te donner les bonnes réponses, ce que je crois que tu as envie d'entendre. Et je t'avais demandé de me challenger là-dessus quand tu sentirais que ça sentait pas l'authenticité. Mais voilà, et tu l'as fait, et encore une fois, merci, mais ouais, cherchez pas à donner la bonne réponse, Ouais, c'est juste chercher à donner votre réponse. c'est un superbe mot de la fin. J'adore. On reste là-dessus. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi, Juliette, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Question que tu connais très bien parce que si vous avez écouté l'épisode 100 du Tilt, Juliette a participé en toute fin d'épisode. Vous pourrez aller écouter ça. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs qui te conseilleraient, t'épauleraient tout au long de ta carrière. Qui est-ce que tu mettrais dedans? Figure-toi que je n'ai pas changé mon board. Ah, J'ai alors réfléchi redis-nous. avant l'enregistrement. Je ne sais pas si je réponds ou si on force les gens à écouter l'épisode 100. Ah, c'est beau ce que tu fais. Un call to action vraiment extrêmement bien amené. Allez, dis-nous. Donc je mettrais Pénélope Bagieux parce que c'est une féministe qui est hyper créative, qui est engagée, qui a pas peur d'exprimer ses opinions et qui est quand même dans la maîtrise de l'autodérision aussi. Et ça j'aime bien. C'est très fort là-dedans aussi, Euh, Juliette. On doit l'avouer. En deuxième, je mettrais toujours La femme à barbe avec un changement depuis la première fois que j'ai dit, c'est que j'ai Ah, vu le film dessus parce qu'il y a un film ah, dessus en ce moment. oui, je vois ce que c'est, ce film. Rosalie. Et alors? Et je la garde quand même parce que, ben, pour les mêmes raisons, pour ce côté disruptif, cassage de code et enfin toute cette puissance subversive qu'elle a, où elle revendique sa place dans le monde, qui essaie de la faire rentrer dans une case. Et c'est important. Ça fait écho aussi à mes erreurs de parcours en tout cas. Et forcément, je garde donc Logan, mon conjoint, pour me garder les pieds sur terre, m'apaiser, me challenger, me supporter aussi. Mais, mais voilà, c'est un très très bon partenaire. Génial, superbe board. C'est trop bien, c'est trop beau et trop contente qu'il bouge pas parce que ça veut dire qu'il est solide. C'est Voilà, les bons, je me reposerai la question dans quelques mois. c'est ça. Juliette, vraiment, merci infiniment d'être venue à mon micro partager tout ton parcours et tous tes apprentissages. C'est vraiment très précieux. Je mettrai toutes les informations en description pour découvrir l'effet Kintsugi, qui est ton entreprise et l'accompagnement que tu proposes pour les entreprises et les particuliers sur le sujet de la monoparentalité. Et nous, on se dit à bientôt. Merci Léa. Et voilà, c'est la fin de cet échange avec Juliette Delforge. J'espère qu'il vous aura autant touché qu'il m'a touché. Recevoir Juliette à mon micro, c'était vraiment un super moment. Et ce que je retiens de son parcours, c'est cette reconquête de soi, de ses priorités et de ses envies. Accompagner des transitions comme celle de Juliette, c'est exactement ce qui donne du sens à mon travail. Alors si j'ai pu l'aider à enclencher ce virage, même modestement, c'est mission accomplie. Si vous vous reconnaissez dans le témoignage de Juliette et que vous souhaitez vous faire accompagner, contactez-moi. Les infos pour ce faire sont en barre de description de l'épisode ou sur letilt.com. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, envoyez-moi un petit mot, bref, manifestez votre intérêt, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. À très vite dans un prochain épisode du Tilt.